Salut tout le monde, c'est Shinji, on se retrouve pour la rubrique Mutant Masterminds. Donc en premier lieu, dans la vidéo précédente, on avait fait la présentation du jeu, présentation un peu longue. Et là, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus léger, en tout cas on va dire ça comme ça. C'est que je vais parler de mon expérience sur le jeu. Alors quand je parle du fait qu'on peut tout simuler, cela veut dire que j'ai quand même essayé pas mal de choses et j'ai aussi joué de différentes manières. Donc j'avais envie de vous rendre compte de ça, surtout qu'après relecture du livre, il y a une différence quand même entre ce qu'on a lu, ce qu'on a l'habitude d'appliquer et aussi ce qu'on doit en comprendre. Donc déjà on va rester dans la sphère super-héros pour savoir quel genre de campagne que j'ai fait. Alors, j'ai fait des campagnes classiques, c'est-à-dire des campagnes où, comme la base, c'était le niveau 10. J'ai fait une campagne où pas mal de personnages étaient restés au niveau 10, donc c'était une campagne courte. Et l'idée du flat level campaign, donc c'était une campagne où on reste au même niveau tout le long, ça s'est avéré viable au travers du système que ça apporte, puisque dans Mutant and Masterminds, ou M&M, appelez ça comme vous voulez, il y a un avantage, c'est que comme le jeu et les obtentions se font par des dépenses de points, on peut progresser par des dépenses de points données petit à petit, ou tout simplement demander au personnage de monter de niveau et de leur donner directement 15 points. Alors, quand on regarde un peu qu'est-ce qui est posé, en tout cas par défaut dans le livre de base, je ne sais pas si dans la version française ils ont changé d'idée ou ils ont changé d'avis, mais on suggère plutôt de donner des points de pouvoir en fin de session plutôt que de donner des niveaux. Mais évidemment, les niveaux c'est beaucoup plus accessible. Tu dis, vous avez 15 points d'un coup, qu'est-ce qu'il faut en faire? Mais pourtant, il y a des moments où j'ai bel et bien donné des points de pouvoir et non pas des niveaux de pouvoir, puisque un niveau de pouvoir est égal à 15 points de pouvoir. Donc ça, c'était le niveau 10. Le niveau 10, on considère que c'est des super-héros, on va dire, qui sont des super-héros à un niveau très terre à terre. On va dire ça comme ça. Je vais prendre un exemple. Je considère que niveau 10, c'est un personnage genre comme une estimation. Hein. C'est gens comme Luke Cage, Black Widow, ou encore Green Arrow. Red Arrow, c'est un peu plus jeune, donc je pense que c'est quelques niveaux précédents, ça doit être niveau 8. Donc, c'est possible de progresser avec les niveaux, c'est possible de progresser avec les points et faire un flat level campaign est tout à fait envisageable. Surtout que si vous n'avez pas envie de vous empêtrer dans des rôles définis, c'est-à-dire des rôles où vous avez envie de rester longtemps, c'est peut-être ça le truc qui fait que Mutant and Masterminds avait fini par me lasser dans la sphère super-héros, c'est peut-être le fait de rester longtemps sur un héros qui a ses pouvoirs, son originalité, sa singularité, ce qui fait que il a des propos à raconter, puisque le personnage il a des complications. Les complications, c'est pas seulement des points faibles. Ça fait que on a quelque chose de structuré et de très très spécifique, mais l'ultra spécificité finit par nous lasser, surtout si on sent qu'on a fini de raconter ce qu'il y avait à raconter, puisque des héros peuvent être pertinents au travers d'une campagne, ou au travers d'un arc narratif suffisamment. Donc il y a aussi cette modulation-là. Ensuite, il y a aussi le fait que j'ai simulé des jeunes super-héros, puisque mon supplément préféré, je vais l'afficher à l'écran, c'est Hero High, qui permet de jouer des jeunes super-héros. Donc on t'explique à peu près la fourchette de niveau. Je considère que Hero High, de souvenir, on t'explique plus ou moins de jouer des super-héros qui sont jeunes, qui sont pleins d'ambition, machin. Il n'y a pas d'estimation réelle qui est donnée de tel aspect à un autre, mais je pars du principe qu'on peut jouer des personnages qui sont, genre par exemple, très très jeunes, genre à l'école primaire ou fin des primaires type collège, jusqu'au début de l'université, où en fait on peut apporter tout le panache qu'il y a avec ce genre de héros-là. D'ailleurs, c'est préfacé avec un auteur qui a été très participatif dans les comics, surtout sur les scénarios autour de Robin, plus précisément Dick Grayson, donc Nightwing, et aussi parlant un peu de Spider-Man. C'est pour ça que par exemple je ne vais pas vous parler du truc en détail, je pense que c'est vraiment une plus-value de ce livre d'avoir cette interview là qui vous parle un petit peu des jeunes super-héros.
Et surtout que l'avantage du livre, j'en ai parlé assez souvent à l'époque, je suis sûr que j'ai traité ça dans des vidéos il y a quelques années, ils arrivent à parler de jeunes super-héros sans faire jeunes. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Donc j'ai fait jouer des jeunes super-héros dans une campagne assez courte, des jeunes super-héros dans une campagne encore plus courte, c'est-à-dire qu'on passe d'une campagne qui a duré à peu près 10 sessions à une autre campagne qui a duré à peu près 6 sessions, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est 10 et 6 sessions respectivement. Et ça m'a permis aussi d'avancer au travers de l'univers étendu de Mutant Mastermind, parce que j'avais une idée, je sais pas si j'en avais parlé, ça remonte déjà, mais j'avais une idée d'un univers étendu, puis j'ai découvert l'univers étendu de Mutant Mastermind, les deux étaient compatibles, j'ai mélangé les deux, et il y avait une espèce de rapport dans ce que je voulais raconter en tant que meneur de jeu, dans le fait que les super-héros, ils défendent le monde, ils sauvent le monde, mais qu'il y a une espèce de critique où en fait, quand tu regardes les nombreuses difficultés qu'ont les super-héros et aussi qu'ont les simples individus dans des conflits géopolitiques mondiaux, ils sont pas vraiment dans le but de sauver le monde. Ils sont dans le but de maintenir le statu quo du monde avant qu'une menace qu'on juge suffisamment importante pour faire front commun intervienne. Et j'avais fait une critique à propos de ça et c'était une très très belle campagne avec pas mal de super-héros et en fait c'est là où les personnages joueurs avaient compris une distinction entre rendre service à l'humanité et aider l'humanité. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est un sujet qui était très intéressant à explorer, peut-être que vous voudriez l'explorer à votre façon aussi. Donc là, c'était des jeunes super-héros, donc c'était niveau, je crois que je les avais commencé, il y a une campagne, je les ai fait commencer niveau 6, ils ont fini au niveau 8, et il y en a, ils étaient au niveau 8, et ça a progressé lentement jusqu'au niveau 10. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien fait. Pour le côté super-héros, donc on a eu à peu près ce qu'il fallait, mais il y a eu aussi un moment où j'ai traité, me semble-t-il, soit c'était une, je me souviens plus, soit c'est une campagne courte, soit c'est un one-shot. Je crois que c'est un one-shot. Je crois que c'était un des premiers one-shots, c'était pour me mettre à l'essai. C'est pour ça que ça remonte, donc j'ai du mal. Je crois que c'est un one-shot, et là, on était arrivé à un point où la campagne s'est faite au niveau 13, c'est-à-dire les personnages où on considère qu'ils sont au niveau de puissance de la Justice League. C'était très intéressant de voir tout ça, et après avoir fait ça, j'avais tiré des conclusions, j'avais géré certaines choses, et c'était pas mal. La partie que je trouvais intéressante d'ailleurs à chaque fois que je joue à Mutant Masterminds, c'est que ma façon de faire n'est pas rigide, et Mutant Masterminds en général n'est pas rigide comme l'est la plupart des créations de jeux de rôle. C'était plus simple pour moi parce que quand je créais des personnages, j'aidais les joueurs à créer leurs personnages. Je ne leur disais pas les gars, vas-y, allez-y, faites vos trucs, machin. Surtout que les règles, comme c'est de la dépense de points, c'est de l'analyse, il y a des moments où tu vas trancher, tu vas juger que ouais, mais ce feat-là, il a un coup en points, mais il est dans un piquet, est-ce qu'on le réduit ou pas? Tu peux mettre cette capacité-là, quel descriptif il a, comment ça change. On va parler de cette philosophie dans la création que je voulais aborder, de la même manière que je vous parlerai aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui va peut-être être intéressant, surtout si vous voulez vraiment faire au-delà du super-héros, de certains ajustements que j'ai faits et des ajustements que je juge suffisamment importants pour en parler. Parce que quand je parle de la possibilité de jouer à Mutant Mastermind et qu'il est très complet, c'est vrai, mais les rectifications que j'ai faites étaient suffisamment signifiantes pour améliorer encore plus l'expérience de jeu. Ça sera dans la vidéo d'après. Alors voilà où on en est dans la sphère super-héroïque. On a fait du jeu de super-héros, on a fait des super-héros avancés, on a fait des super-héros à un niveau assez terre-à-terre. Des joueurs qui avaient envie de créer des personnages originaux, d'autres qui voulaient intégrer des rôles dans une équipe, puisqu'il y a le supplément Super Team, je vais afficher, qui te permet que ton personnage, peu importe comment tu le crées, qu'il y ait une poste, il y a un archétype entre guillemets, dans le rôle
combatif et l'autre dans le rang social, dans l'identité sociale du personnage. Et quand tu crées un personnage, le Super Team est un game changer parce que si un joueur ne sait pas, il a une idée très très simple, pas simpliste, très très simple d'un héros, mais qui voudrait le remplir avec quelque chose, le Super Team est un véritable game changer en permettant ce genre de choses-là, puisque il y a le fait que Mutant Masterminds assume, part du principe que quand tu crées un héros qui te correspond, mais le héros n'est pas dans un prisme d'une équipe entière. Voilà, les Avengers ne sont pas dans une optique d'une équipe entière. C'est un dieu, un gars radioactif, un surhomme, une espionne, un archer qui est super agent secret, et un dieu nordique qui décide de faire front commun. C'est extraordinaire, mais ils ont chacun d'horizons différents. Mais à l'inverse, il y a des équipes qui se regroupent autour d'une même bannière, qui essaient de se faire accepter, ou qui explorent des mondes étranges et essaient de communiquer avec ces mondes dits étranges pour pouvoir en savoir plus sur le monde, réveiller leur esprit d'observation de ce dit monde et décoder tous les mystères. 4 Fantastiques, les X-Men, je pense que vous avez compris, ou encore le plus classique, le genre Tokusatsu avec les Super Sentai, donc les Power Rangers, où les personnages ont non seulement une identité derrière le costume, mais ils ont un rôle social, ils ont un rôle combatif, et que le code couleur qu'ils possèdent aussi, selon les couleurs, peuvent changer la donne aussi. Choses qui sont, par exemple, en train de changer. Je me souviens d'un jeu, comment ça s'appelle déjà, je l'ai sur GOG. Il y a un jeu sur GOG, c'était un jeu où en fait tu simulais un spectacle de Power Rangers, et c'était un jeu tactique. Et en fait, on comprend selon ce qu'on observe dans les Super Sentai que par exemple le Ranger Rose, il est plus axé tout soutien. Le Ranger Vert, je parle pas du Ranger Vert de Mighty Morphin parce que lui c'est le 6e Ranger, donc il a un code différent. Mais les Rangers Verts sont plus axés s'ils ne sont pas axés sur l'agilité ou l'intelligence, des fois c'est l'agilité et l'intelligence mélangées, ils sont basés sur la force brute. Et si le Ranger Vert prend le rôle du Ranger Noir, le Ranger Noir peut justement, le code du Ranger Vert et du Ranger Noir peut se confondre. Le bleu, c'est un personnage qui peut être de soutien, qui peut avoir, comment dire ça, une meilleure polyvalence que le Ranger Rouge, mais que cette polyvalence justement le pousse seulement à être au niveau secondaire, là où le Ranger Rouge, il a certes le poste de leader, mais c'est pas garanti que ce soit le plus puissant d'entre tous, malgré un équipement plus avancé. Je connais beaucoup le genre Tokusatsu, tous les Super Sentai, les Kamen Rider. Peut-être un jour j'en parlerai, où j'essaierai de faire des choses en relation avec ça, mais c'est pour vous dire que il y a des suppléments qui sont géniaux. Je souhaite qu'ils sortent en français ou qu'ils soient sortis en français parce que ça aide beaucoup. Mais si on part du principe que vous avez décidé de le prendre en version originale, je considère que Super Team c'est un très bon livre pour pouvoir aider à la construction de personnages. J'ai dit que la meilleure méta du jeu, c'est de faire un personnage qui ressemble à votre idée du jeu, mais c'est pas incompatible non plus à voir les codes du genre appliqués sur votre personnage pour combler les lacunes supposées que vous avez dans votre construction. Voilà. Et puis ensuite arrive le moment où je vais parler évidemment d'un truc que j'avais fait grâce à Hero Eye. C'est une suggestion qui avait été faite de manière sous-jacente. On nous a dit oui, Pika machin chose là, ben, vous voyez, vous pouvez jouer des jeunes enfants avec des monstres. Et c'est là où en fait la porte s'est ouverte, les portes interdites, c'est le fait de pouvoir jouer des Monster Mode. Alors Monster Mode c'est un terme qui est très énorme pour distinguer, et c'est un terme que moi j'utilise pour parler des créatures ou des entités spéciales où il y a une idée soit de collection, soit d'éléments personnels, donc ça rentre dans beaucoup de choses. On peut parler de Pokémon, de Digimon, assez étrangement Medabot aussi, même si ce sont des machines, Megaman Exe aussi, puisque ce sont des navigateurs personnels
qui sont des avatars avec une conscience, qui eux peuvent avoir des cartes qui peuvent les aider. Tout ça, c'est du monster mode. Dans une certaine mesure, les custom robots ou les LBX peuvent aussi tomber dans cette catégorie. Et dans un sens aussi, désolé de pousser encore, mais par exemple les personnages d'Inazuma Eleven ou le système de d'Inazuma Eleven en tant qu'RPG, ben c'est un peu comme les espèces de figurines, petites figurines des années 90 qu'on avait à collectionner, où il y a genre, ils ont la même silhouette, mais il y a la tête qui change, il y a un truc qui change sur leur tête, vous voyez ce que je veux dire par là? Mais tous ces trucs-là peuvent tomber dans cette catégorie. Alors, dans l'essai, j'avais fait Pokémon, et j'avais fait 67 Pokémon, je n'ai pas poursuivi, puisque... Alors, j'ai déjà expliqué ça de nombreuses reprises dans des rubriques, alors c'était il y a très longtemps, donc je vais reprendre un peu le contexte. Pokémon, c'est une franchise que j'appréciais jusqu'à un certain point, mais après la génération X et Y, j'ai l'impression que Game Freak était devenu complaisant, l'anime est devenu ce que c'était, j'ai pas aimé la partie Alola, mais ils se sont rectifiés un peu vers la fin. Mais j'ai toujours eu l'impression que Pokémon, c'était devenu complaisant, c'est-à-dire que maintenant on a des créatures où les designs sont trop inspirés de la vie réelle et que la disparité qu'on aimait voir dans les premières générations, c'est-à-dire c'était des monstres, mais c'était pas des monstres qui étaient centrés sur une thématique, en fait la figuration a pris trop de place, entre guillemets, c'est-à-dire on fait des trucs sur Hawaï, mais si on mettait des inspirations de choses réelles, genre on met des trucs un peu basés sur les États-Unis, on voit un personnage qui a une créature qui ressemble à Trump. Vous voyez ce que je veux dire par là? Toutes ces choses-là avaient commencé à tuer, selon moi, la liberté créative qu'il y avait dans les 6 premières générations à peu près. Des gens diront que oui, non mais à la 4e ça commençait déjà à changer, ou la 5e. Je n'ai pas cette impression, je pense vraiment que c'est à partir de la 7e où c'est vraiment parti en couille. Et ceux qui parlent aussi de la 6e dans le sens où les starters étaient basés sur des RPG, chaque starter avait une thématique précise. Voilà. C'est juste que ça ne se voyait pas trop avant et qu'on a eu l'explication. Parce que c'est bien facile de faire de la, on va dire, c'est bien facile de parler de quelque chose en ayant une lama de données alors qu'à l'époque on ne l'avait pas. On va dire ça comme ça. Et j'ai fait une campagne autour de Pokémon, et Pokémon était justement une campagne qui était basée sur le fait que les personnages commencent du niveau 1, puisque le niveau 1, ça ne veut pas dire que ton personnage est spécial. Le niveau 1, c'est le niveau le plus bas, on va dire. Si vous jouez à Mutant Masterminds, le niveau 0 n'a pas de sens. Puisque en fait, le niveau 1, en fait, si le niveau 0 peut avoir du sens dans le sens où rien n'a été dépensé, c'est-à-dire que vous êtes à 0 partout. Ça serait chelou, mais c'est pas impossible. Mais le niveau 1, ça veut dire qu'on s'est engagé dans quelque chose. Et le quelque chose, c'est ton personnage devient un dresseur. Et le truc, c'est que moi, j'avais fait un univers de alternative de Pokémon qui était inspiré de l'anime, du manga, des jeux vidéo, évidemment, et aussi d'une certaine idée du monde réel, mais pas le monde réel dans le sens cynique du terme, c'est vraiment dans le monde réel, est-ce que vraiment on enverrait des gosses aller dans un monde où il y a des créatures qui peuvent te balancer de l'acide à la gueule, ou des lasers, ou un lance-flamme, ou te noyer? Vous voyez où je veux en venir? Et du coup, j'avais changé certains éléments d'univers, comme je l'avais déjà fait, ce système-là et cet univers-là, sans Mutant Masterminds, j'ai joué, été familier avec ça, et j'avais déjà commencé à convertir pas mal de Pokémon. Ça me prenait, faire un Pokémon, ça me prenait 20 minutes, quand j'étais bien rodé, et ça me prend un peu moins de 20 minutes quand il s'agit de l'évolution de Pokémon déjà fait. Et ce qui se passe, c'est que les Pokémon avaient un niveau fixe, qui pouvaient évoluer évidemment, mais ils évoluaient en donnant des points de pouvoir, plutôt que de donner des niveaux de pouvoir. Et du coup, il y avait des évolutions, des choses qui faisaient évoluer les Pokémon différemment. Sauf que j'ai fait des rectifications. Et surtout, un élément qui était très important, je n'utilisais pas la database du jeu vidéo Pokémon. Ou en tout cas,
j'utilisais les éléments de la database qui étaient pertinents et crédibles, mais quand je prenais un Pokémon, je m'inspirais du Pokédex, des possibilités du Pokémon, de faiblesses supposées logiques, et surtout, un truc qui peut être assez controversé, je ne me basais pas sur le tableau des types. Qu'est-ce qui est le plus important dans Pokémon? Le fait que les Pokémon soient extraordinaires, ou cette affaire de tableau des types de système de pierre feuille ciseaux? Pour moi, ça n'a jamais été les éléments. Pour prendre un exemple, on pensait qu'à une époque, le type poison était efficace sur le type insecte. Parce qu'on disait, ah là là, le poison, ça tue l'insecte. Sauf qu'on a découvert au fur et à mesure du temps que ce qui ne tue pas les insectes les rend plus forts et ils sont plus résilients au poison et à de multiples types de poisons que certaines autres créatures. Et donc du coup, le type poison n'est plus efficace sur le type insecte maintenant, dans les jeux récents. Et pour moi, c'est pas déconnant. J'ai entendu ça, en tant que, puisque mes deux types de Pokémon préférés, les deux ici au même niveau, c'est le type insecte et le type plante. Ouais, j'ai un délire assez spécial, je déteste la majorité des insectes dans la vraie vie, mais les insectes en tant que monstres, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça intéressant. Voilà. Peut-être parce qu'ils ont ce côté assez spécial. En tout cas, c'est dit. Et ce qui s'est passé, c'est que, au travers de tout ça, un des moyens que j'avais de faire, entre guillemets, entretenir ma passion de la franchise, c'était de faire du JDR autour de ça, mais ça me demandait beaucoup trop de temps vis-à-vis d'un jeu de rôle que j'étais déjà en train de préparer, un univers que j'étais en train d'écrire, et j'ai dû faire un choix et j'ai arrêté. Peut-être arrivera-t-il un jour où je vais parler de comment j'ai fait avec Unsigned Masterminds pour faire jouer à Pokémon. Mais je ne sais pas si je devrais, parce que je sais que dès qu'il y a un semblant de projet qu'il y a à Pokémon, peu importe le nombre de vues que ça fera, tout ça, je sais que Game Freak maintenant il est devenu très frileux, ils sont très agressifs les japonais. Pour piquer les idées des autres ou la pop culture des autres, à ça ils y vont à tour de bras, au point qu'ils arrivent à saturer le truc et à rendre ça aliénant. Et par contre l'inverse, s'il vous plaît, ne repensez pas nos trucs. Voilà, il y a toujours eu ce problème. Ah, ça me fait rigoler, ça me fait rigoler. Faut rigoler de ça, quand même. Et donc, voilà. La campagne, elle n'a pas duré longtemps. Et c'est une campagne qui s'est finie mal, puisque c'était le premier typiqué de ma tablée en tout. Et j'ai trouvé, même si c'est un typiqué, la fin était intéressante. Puisque la fin est partie sur un postulat de... la nature essaie de reprendre ses droits parce qu'encore une fois les humains ont fait n'importe quoi. Ils se sont cru au-dessus des Pokémon à cause de leur technologie. L'île sur laquelle ils étaient, donc moi je suis martiniquais, la région s'appelle Madinina et en fait c'était vraiment une carte inspirée de la Martinique, vraiment 2 fois inspirée de la Martinique. Et qu'il y avait une thématique autour de la nature qui a repris ses droits, qui n'avait plus confiance aux humains, qui les humains ont appris à mieux communiquer avec la nature et les Pokémon. Eh bien, ils ont fait l'erreur de trop. Et ce qui était très génial dans cette fin, dans ce typiqué, c'est pas sur un Pokémon seulement que que chaque personnage est mort. Un est mort à cause d'un Pokémon qui était très puissant et qui était devenu, on va dire, fou, qui était dans une frénésie. Un autre, il s'est fait tuer dans le centre Pokémon hors champ, en mode tremblement de terre, tout s'est effondré, il est mort. Et je crois qu'il y en a un, il a tenté de s'échapper. Et quand il fallait réfléchir à est-ce qu'il devait fuir les Pokémon ou est-ce qu'il devait les combattre, il est mort aussi avec ses Pokémon. Voilà. C'était une fin très intéressante. Je parlerai de ça peut-être un jour, mais pour l'instant, voilà mes retours sur le truc. Alors, la dernière partie, c'est j'ai parlé de ce que j'ai fait jouer, mais je peux aussi parler de ce que j'ai simulé. C'est-à-dire, j'ai fait un tour en réfléchissant, en connaissant le système, en connaissant les bases, avec ma façon de créer les choses, de les adapter en fonction des settings, puisque je suis assez rodé dans le jeu. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux simuler? Et j'ai réfléchi au premier truc qui m'est venu en tête, quand j'ai eu 2 JDR majeurs, les 2 premiers jeux que j'ai eu,
Un que j'ai eu en physique, l'autre que j'ai eu en numérique, c'était évidemment le W System Deluxe et Warhammer en première édition. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi et je me suis dit, j'étais très fan de Naruto à l'époque, est-ce que je serais capable de simuler avec Mutant Masterminds du Naruto? Alors, quand je parle de Naruto, alors je sais que Naruto, c'est comme Dragon Ball, oui, il y a plusieurs parties, et qu'il ne faut pas dire Naruto Shippuden, même comme on parle du manga, blablabla. Non, il y a un Naruto avant l'ellipse, et un Naruto après l'ellipse. Et l'univers présenté, l'univers de Naruto présenté avant l'ellipse était très intéressant, et il y a de nombreuses choses qui auraient pu être explorées et qui n'a pas été explorées. Et surtout, j'ai joué à ce jeu qui était sur Facebook, sur un site qui s'appelle Ninja Saga. Bon, on va clairement dire, ils ont tout fait pour esquiver les droits, pour ne pas avoir les Japonais sur le dos, mais c'était clairement du Naruto. Et je m'étais justement inspiré de Ninja Saga et de Naruto pour essayer de faire la simulation. C'était bien passé. Quand je dis ça s'est bien passé, c'est que c'était huilé, c'était capable, ça me permettait une certaine liberté. Comme l'univers est très codifié, puisque c'est très inspiré de concepts bouddhiques, taoïques et shintoïstes, passé crème. Comme tout était structuré, c'est passé crème. Et là, j'étais en train de lire le True 20, un livre qui s'appelle, enfin, Sitting dans le World of Adventure, avec tous les liens, enfin tous les livres. Et puis un truc qui s'appelle The Land of the Crane, en gros la terre de la grue, hein, en français. Et je me suis dit, en fait, là, j'ai les outils pour te faire du Naruto. Il y a aussi un jeu de stratégie qui était pas mal, qu'un pote m'avait présenté au collège qui s'appelle Battle Realms, pour ceux qui connaissent. Battle Realms aussi, je pense qu'il y a moyen. Et tous les objets, tous les outils, il y a des choses qui sont déjà converties dans le Gadget Guide de Mutant Masterminds, donc l'équivalent. Et donc du coup, avec l'univers, tout ça, comment gérer, j'y avais moyen de faire un truc. Donc Naruto, ça s'est passé. Et après, j'ai commencé à réfléchir, mais là, c'était récemment. Parce qu'en 2023, au niveau JDR, j'étais un petit peu à l'arrêt. J'ai quand même fait 2-3 trucs, mais j'étais un peu à l'arrêt. Et je me suis dit, est-ce que je peux adapter Dragon Ball? Oui. Comment le faire? J'ai réfléchi. C'est un truc qui arrivera dans les vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui se poseraient des questions. Parce que je le redis, au cas où je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais faire du manga, c'était un des plus gros, les deux plus gros sujets des JDR dans les années 90 aux années 2010, c'était déjà de 1, comment faire du JDR de manga en étant crédible et sans que le système soit trop générique pour simuler des choses qui ont l'air pertinentes, mais qui soit capable aussi de simuler tout ce qu'il y a de personnel. Et le second, c'était le traitement des armes à feu dans les JDR. C'était les deux plus gros sujets. Donc, Naruto, ça passe. Dragon Ball, c'est là où justement j'ai commencé à me poser la question, comment créer une structure pour accueillir des diversités d'espèces différentes dans le jeu. Et c'est pas quelque chose qui est expliqué, selon moi, de manière détaillée dans Mutant Masterminds, probablement parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais je vais vous parler de ma méthode bientôt. Dragon Ball, ça passait. D'autant plus que Dragon Ball, bon, c'est quand même des gens qui peuvent soulever des rochers, qui balancent des rayons, qui peuvent sortir de la planète, et qui peuvent détruire la Lune tous les 4 matins. On va dire que dans M&M, le système s'y prête bien. Et puis après, j'ai réfléchi à Bleach, évidemment, univers que j'ai beaucoup apprécié. Ça serait compliqué de faire quelque chose de terre à terre comme les premiers arcs de Bleach, puis ensuite de ramener ça à des échelles plus hautes. Mais j'ai une vague idée de comment faire. Et quand je dis une vague idée, c'est-à-dire que ça sera à simuler, à vérifier. Et puis évidemment, One Piece. À un moment, il a même été question de ça. J'ai dit à un de mes joueurs, le seul qui restait, de la première tablée, je lui disais, tu sais, je réfléchis, je me demande si c'est pas possible de faire du One Piece. Bon, évidemment, il était emballé, mais j'étais pas emballé à l'idée de faire du One Piece après un certain temps.
puisque One Piece est un univers qui était très fourni. Et je crois que le dénominateur commun avec toutes les franchises dont je pouvais parler, c'est-à-dire le fait d'avoir fait de la simulation, j'accélère un peu, du Naruto, du Dragon Ball, du Bleach, du One Piece, du Yu Yu Hakusho. Un des premiers auxquels j'ai pensé aussi après Naruto, c'était Yu Yu Hakusho. C'était facile. Dans Warhammer 40 000, j'avais tenté de l'adapter, et je l'avais adapté pour pouvoir jouer les Eldar, puisqu'à l'époque, les jeux 40K m'énervaient beaucoup, parce que ça parlait toujours de l'Imperium. Je sais que c'est l'espèce vitrine, mais ça me faisait chier. Maintenant, il y a un système D6 qui te permet de jouer les orques, les Eldar, tout ça, machin, mais c'était pas le cas avant. Et j'avais fait avec le W System Deluxe le traitement des Eldar, et le côté cinématographique de le W System Deluxe était très compatible pour faire du 40K. Voilà. Et j'ai fait découvrir aux peu d'intéressés qui étaient intéressés par l'univers de 40K avec des rôles différents. Ou par exemple, moi, en tant que PJMJ, pour ne pas prendre de l'importance, j'ai fait un chanteur de moelle. L'autre joueur, un des autres joueurs, il jouait un prophète, un grand prophète. Et l'autre, c'était un gardien qui était sur motojet. Voilà. Et j'ai pu simuler tout ça. Je pense qu'il y a moyen de simuler tout ça. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. J'ai donc essayé de nombreuses choses, j'ai théorisé plein d'autres. Et le truc, c'est que je parle aussi des choses dont j'ai fait des simulations, parce que le système de Mutant Mastermind est tellement bien gradué que moi, quand je travaille sur un truc, de manière théorique, je me mets, c'est valable aussi dans mon travail, je me mets d'énormes marges. Alors évidemment, on viendra dire oui, mais tes marges sont trop grandes, et à ce moment-là, je peux les rétrécir. Et quand je les rétrécis, toutes mes idées arrivent à converger vers l'intention que j'avais à la base. Ah ben, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà ce que j'ai pu faire avec. Donc, si vous êtes intéressé par faire du super-héros avec le Mastermind, je vous dirais que c'est le meilleur jeu pour ça. Et si vous voulez simuler d'autres choses, c'est-à-dire par exemple de la fantasy pulp à la Conan le Barbare ou le cycle d'Elric de Melibone, même si Elric de Melibone, il y a d'excellents jeux qui avaient leur système malheureusement en anglais. Voilà, je sais que ça énerve, mais c'est comme ça. Il y a quand même des systèmes. Ou encore, tu peux faire énormément de choses avec Mutant Masterminds. Mais avec True20 aussi. Si vous trouvez que le système de dépense de points de Mutant Masterminds n'est pas pour vous, parce que vous vous dites oui, mais il faut que j'encadre les possibilités des joueurs, je vous conseille de vous retourner vers le prédécesseur qui est True20, qui lui a un côté très très proche de la 3.5, qui a encadré certaines choses, qui a encadré, on va dire ça, qui a encadré certains trucs fondamentaux de la 3.5, mais qui te laisse une marge d'interprétation. Quand tu regardes le contenu extérieur, ben c'est parfait. Le seul défaut que je trouverais, alors il s'avère que sur certains points, Mutant Masterminds l'a aussi, mais on va voir ça dans la prochaine vidéo. Mais sur certains points, je trouve que s'il y a un reproche à faire à True20, c'est le fait que ce JDR-là s'appuie sur un truc qui aurait dû disparaître dans les JDR, c'est-à-dire le fait que il y a certains éléments qui dépendent de ton niveau de classe, qui dépendent de la fourchette de tous les 4. Ça devrait être viré. Voilà. D'ailleurs, je pourrais même rajouter un truc, puisqu'on parle d'adaptation. J'avais commencé, je ne sais plus, je crois que c'est pendant que je faisais un transit de données sur des dossiers, ça a disparu. Mais j'avais travaillé sur le fait de convertir des feats de True20 pour Mutant Masterminds. Et je l'ai fait pour le système Edge, mais ça a été gardé, c'est à cause d'un conflit de dossier. En virant la perspective par tranche de tous les niveaux, basés sur les niveaux, on peut convertir des feats pour l'utiliser pour des personnages. Parce que le pouvoir, feat, ou ça s'appelle featuring en anglais, mais ça fonctionne à peu près de la même façon.
Là où je suis pas d'accord, c'est qu'ils disent que ça demande un point par rang. Un feat doit être ajusté en coup en point selon la difficulté. En gros, ça veut dire que un point, ça veut dire que la chose ne demandait pas beaucoup d'investissement. Deux, ça veut dire que ça demande une certaine portée ou une certaine liberté. 3, ça veut dire que c'est les deux. 4, ça veut dire que la perspective est grande. 5, ça veut dire que vraiment la capacité, elle a suffisamment de rapport entre l'intensité de la résolution, mais aussi la complexité. Et tu peux imaginer ça à partir jusqu'à 10, et c'est etc., etc. Donc je pense que par exemple, quand tu calcules un feat peut vite arriver au-dessus de 5 points et peut même aller au-delà. Voilà. Je suis même sûr qu'il y a des feats que tu pourrais adapter qui sont tellement cheatés ou pour virer cette affaire de tranche de niveau, de restituer ça de manière complète, ça pourrait te coûter 15 points, c'est-à-dire l'équivalent de points de pouvoir, de niveau de pouvoir. Voilà. Mais ça, on va voir ça au travers des futures vidéos. Donc, en souhaitant que ces informations vous aient plu, encore une fois, je vous invite à faire voilà, la base. Likez, abonnez-vous, commentez. Surtout commentez si vous avez des questions sur le jeu. Et la prochaine fois, on va se retrouver pour une vidéo qui sera beaucoup plus courte, puisque je vais parler de 3 éléments fondamentaux que j'ai changés sur le système, qui est suffisamment game changer pour faire grandir vos perspectives quand vous créez. Soit vous créez des campagnes, vous créez des jeux, vous créez des personnages, vous créez énormément de choses, et qui va vous permettre aussi d'avoir un rapport du jeu plus moderne, plus fluide et plus rapide que le jeu de base, alors que le jeu de base est déjà très très bien. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, amusez-vous bien, jouez bien. Salut à tous.